Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de problématiques de sérialisation et je parie que tu sérialises mal tes objets. C'est le titre de cette vidéo, on va parler de sérialisation et plus spécifiquement de performance. Je pense que tu me connais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la partie performance et dans cette vidéo je vais te montrer quelque chose qui existe en fait depuis .NET 6 mais que peu de développeurs sont au courant, qui pourrait changer la donne et qui d'ailleurs avec .NET 8 et l'AOT devient en quelque sorte une nécessité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes le contenu en français autour de Techno, C# et .NET, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et surtout de mettre un pouce vers le haut sous la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup ma chaîne et cette vidéo à être mieux référencée. Et si tu veux plus de contenu autour des Techno.NET en général, je te renvoie vers ma plateforme HTS Learning. Sache d'ailleurs que j'ai sorti un tout nouveau cours sur la clean architecture. Il est encore en précommande au moment du tournage de cette vidéo. Tu peux donc l'acquérir à un tarif réduit. Il y a déjà presque 3h30 de vidéos dans le cours et je vais en rajouter au fur et à mesure des jours qui viennent et des semaines qui viennent. La prévente se termine en 2024, donc n'hésite surtout pas à précommander le cours. Si tu es intéressé par la clean architecture en .NET, je ferme la page de pub, on revient à un autre sujet. De quoi je vais te parler? En fait, prenons une classe, allez, je vais être super original, une classe personne avec deux chaînes de caractères. Imaginons, ok. La sérialisation est quelque chose d'indispensable quand on travaille en .NET et plus spécifiquement avec les API ASP.NET, vu que par définition on sérialise nos objets pour les transporter sur le réseau. Je mets volontairement à part la partie gRPC qui utilise le protocole protobuf qui est dédié à la sérialisation haute performance et tout est déjà implémenté côté .NET. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper, mais de nos jours JSON reste le format privilégié pour communiquer en .NET. Imaginons ici que je crée une personne. Si je souhaite sérialiser cette personne pour l'envoyer vers une API, comment est-ce que je fais? Eh bien ici, je vais par exemple avoir person serialized, je vais utiliser le JSON Serializer. Alors attention, ce que je vais te montrer dans cette vidéo s'applique uniquement sur le serializer du framework. Il y a de très rares cas où est-ce qu'on doit passer par le serializer de newtonsoft.json et du coup, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce même support que ce que je vais te présenter. Donc c'est vraiment uniquement pour ce serializer du framework qui, soit dit en passant, et d'ailleurs est plus performant dans beaucoup de cas que celui de Newtonsoft. Je vais donc pouvoir sérialiser la personne et donc je récupère ici une chaîne de caractères. Ça semble anodin comme ça semble même très facile à faire, mais le problème de ce serializer là, c'est qu'en fait il va utiliser de façon sous-jacente le processus de réflexion. Alors il y a deux choses avec la réflexion. Tout d'abord, c'est plus lent et plus coûteux que du code direct, parce qu'en fait tu vas faire une introspection de ton type à l'exécution pour découvrir ses propriétés et aller dynamiquement récupérer les valeurs des dites propriétés sur une instance donnée par réflexion. C'est long, c'est lourd et c'est coûteux en termes de consommation. Je vais te le montrer juste après. La deuxième chose, c'est que la réflexion présuppose qu'on a cette capacité de faire de l'introspection à l'exécution, ce qui nécessite d'avoir, entre autres, un moteur d'exécution qui soit dynamique à base de CLR et de compilateur JIT. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te renvoie d'ailleurs sur le vidéo, le lien là-haut, si ça t'intéresse de savoir les différents modes de fonctionnement de .NET. Mais aujourd'hui, en .NET 8, et probablement dans les versions qui vont venir, on a ce qu'on appelle la compilation AOT, Ahead of Time. Et dans certains cas, comme par exemple dans des applications Blazor WebAssembly, tu vas vouloir compiler dans ce mode en particulier pour avoir le maximum de performance. Et donc, en AOT, t'as pas le choix, tu ne peux pas utiliser la réflexion car ça compile dans des instructions natives. C'est donc un point bloquant. Donc au final, ce simple code là qui est à l'écran, cette simple ligne à la ligne 9, t'empêche entre autres de profiter de toutes les améliorations de performance du framework. Alors tu vas me dire, ok, bah du coup c'est fichu, je ne pourrai jamais passer en AOT parce que je ne peux pas avoir de sérialisation. Bien heureusement, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si tu as suivi mes previews de .NET 8, il y a eu énormément d'efforts faits par Microsoft juste sur la partie sérialisation JSON en .NET 8 pour que tout ce qu'on puisse faire, grosso modo presque tout, en sérialisation classique avec de la réflexion fonctionne également avec de la sérialisation en AOT. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir contrecarrer cette problématique-là? On va devoir mettre en place les sources générateurs. Alors pas d'inquiétude, tu n'es pas obligé de faire ça à la main. Tu vas utiliser les sources générateurs fournis par Microsoft qui sont extrêmement simples à utiliser. Je te le montre en quelques secondes. Comment ça marche? En fait, tu vas devoir créer un contexte de sérialisation. Par exemple ici, personne contexte. Alors cette classe doit être partielle. La notion de classe partielle, ça veut tout simplement dire que tu vas définir une partie de cette classe dans un fichier et des autres parties dans d'éventuels autres fichiers. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc ici, j'ai une classe vide et en fait, cette classe en particulier, je vais la faire hériter de JSON Serializer
contexte. Alors tu peux le remarquer, du coup j'ai forcément une erreur de compilation parce qu'il y a des membres abstraits que je n'ai pas implémentés. Et c'est là en fait où est-ce qu'on va pas du tout se prendre la tête, on va utiliser un attribut qui va simplement dire sur cette classe là je veux que tu me source génères, c'est un verbe maintenant, oui c'est devenu un verbe, que tu me source génères les méthodes de sérialisation et de désérialisation entre guillemets natives. Donc pour ça on a un seul attribut à mettre au-dessus qui est JSON serializable typeof personne comme ceci. Tu remarqueras que l'erreur de compilation a tout simplement disparu. Si je compile maintenant mon application, tout fonctionne bien et en fait cette partie-là a été générée par les source generators. Maintenant tu me diras comment je fais pour utiliser ce nouveau source generator. Eh bien en fait je vais simplement dupliquer la ligne ici du JSON serializer, mais au lieu de l'appeler juste avec l'instance de l'objet que je veux sérialiser, je vais lui passer le personContext.default.person, c'est-à-dire dans le personContext, l'instance par défaut, l'élément d'information, le JSON type info pour personne, afin de le sérialiser. Ça ne semble rien, mais en fait ce simple passage d'un contexte de sérialisation à ton serializer va utiliser des méthodes natives plutôt que des méthodes qui vont être basées sur de la réflexion. Alors dit comme ça semble facile à faire, donc je t'invite vivement dans toutes tes applications qui utilisent de la sérialisation et que tu as la main sur les modèles à faire systématiquement un contexte comme ceci de sérialisation pour les passer au serializer afin d'être de 1 plus performant et de 2 si ça t'intéresse d'être compatible au niveau AOT. Maintenant, est-ce que tu dois me croire sur parole que c'est plus performant? Absolument pas. Ce que je fais, c'est que hors caméra, je prépare rapidement un benchmark, je te le montre, je l'exécute, on parle des résultats juste après. Pour toi, c'est l'histoire de quelques secondes. Le temps que je prépare tout ça, on se retrouve. Donc ça y est, j'ai préparé ça rapidement hors caméra. Comme tu peux le voir, je fais donc benchmarkrunner.run de ce benchmark que j'ai créé. Il est extrêmement simple. J'ai juste mis en variable statique la personne concernée et je le sérialise de deux façons, soit avec le serializer classique, soit avec le serializer qui utilise le contexte de sérialisation. A noter que je suis en .NET 8 RC1 et que .NET 8 est le .NET le plus rapide qui existe aujourd'hui. Il y a eu énormément de travail de Microsoft sur la performance, notamment sur la partie réflexion, ce qui veut dire que le gap de différence en termes de performance brute va forcément se réduire, mais surtout il faut retenir une chose, c'est que même si niveau performance on commence à atteindre des choses qui sont pas très lointaines par rapport à la notion de performance brute entre les deux modes, il y en a quand même un qui est compatible avec l'AOT, l'autre qui ne l'est pas, ce qui peut éventuellement t'intéresser. Au niveau des résultats, ils sont ici et comme tu peux le voir, il existe toujours malgré tout une différence. Ce qui est alloué au niveau mémoire n'est en soi pas très difficile à comprendre, vu que dans les deux cas, je sérialise un objet vers de la chaîne de caractères, donc cette chaîne de caractères doit être allouée. Tu remarqueras que Microsoft a fait un effort assez phénoménal, c'est que la sérialisation standard, donc celle qui utilise in fine de la réflexion, ne va rien allouer en particulier pour les process de réflexion. Donc il y a quand même des mécanismes d'optimisation sous-jacente qui sont mis en place, qui sont relativement très intéressants. Même si tu fais de la sérialisation classique, tu peux le voir que l'écart entre les deux n'est que de 20 nanosecondes, ce qui est dérisoire. Mais néanmoins, les sources gènes sont quand même plus rapides vu que c'est du natif, il n'y a pas besoin d'introspection. Si on regardait vraiment comment se passe l'algorithme de sérialisation avec les sources gènes, tu pourrais le voir, on va le voir rapidement ensemble. Si je mets un point d'arrêt ici, que je décide de lancer mon application, que je fais donc F11 dedans, tu peux le voir en fait que j'ai directement des write start object, write string et write end object. Donc en fait, j'écris directement dans le JSON, ouverture d'accolade, écris-moi cette valeur dans cette propriété et écris-moi la fin de l'objet. Donc c'est du direct en fait. Il n'y a pas de notion de réflexion, alors que si en mettant un point d'arrêt ici, on va dans le serialize de la personne, tu peux voir qu'avec F11, je rentre même pas dedans, mais en l'occurrence, le serialize qui est ici va me faire du write string, et comme tu peux le voir ici, si on descend de plus en plus loin dans l'implémentation, il y a une forme de réflexion qui est mise en place, qui n'est donc pas compatible avec de l'AOT. Et d'ailleurs, si je le voulais, je pourrais très bien afficher sur la console, ici faire un console.writeLine de cette seconde sérialisation de la personne et même de la première, tu verrais qu'en fait il n'y a absolument aucune différence entre les deux, c'est exactement le même contenu, donc ça c'est à garder aussi dans un coin de sa tête, il n'y a pas de différence in fine entre les deux modes, mais ce qui est intéressant c'est si je décide de compiler en AOT. Alors comment marche l'AOT, c'est pas bien compliqué, on a de la chance, en .NET 8 on va aller faire modifier le fichier projet et on va mettre ici publish AOT à true, tout simplement.
Alors, une fois que j'ai fait ça, on va avoir un ensemble d'éléments qui vont être vérifiés directement au moment de la compilation dans l'IDE, qui vont me permettre de savoir si oui ou non mon code est compatible avec de l'AOT. Et en l'occurrence, tu peux le voir ici que JSON-serializer.serialize en mode réflexion génère des warnings au niveau de la compilation AOT parce que ça peut casser le fonctionnement de l'AOT. Je précise aussi que si tu veux compiler en AOT, il te faut avoir installé les charges de travail liées à C++. Donc en gros, dans ton installeur Visual Studio, par rapport à l'instance que tu as actuellement, moi je suis en preview, moi j'ai mis autant pour mobile que pour desktop. Là, vu que c'est une application console, juste desktop suffirait. Donc il te faut cette partie-là qui va en fait te donner les outils C++ pour pouvoir faire le lien entre le code C# qui va être émis et la transformation en instruction native, donc en C++. Mais donc tu peux le voir qu'ici j'ai un warning, donc forcément j'ai le même dans le benchmark que je vais commenter parce qu'il ne m'intéresse pas. Et donc pour résoudre ce problème-là, je n'ai pas le choix de m'en passer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un profil de publication, donc sur le dossier, hop, dans dossier .NET 8 Publish, et vu que je veux compiler en AOT, ici pour l'instant Visual Studio ne semble pas être encore prêt à interpréter l'élément Publish AOT dans mon CSProf parce qu'il me le met en portable. Il faut que je change pour définir un runtime bien spécifique, et oui, l'AOT je vais compiler pour une plateforme spécifique avec ses instructions spécifiques, donc ici WinX64, et je vais le mettre en autonome pour avoir tous les éléments du framework directement avec mon application. À partir de là, je peux choisir de publier. D'ailleurs, il va y avoir une phase de compilation en amont qui est beaucoup plus longue vu qu'il y a toute la transformation en native. Là, c'est pas une grosse application, donc ça va assez vite, mais sinon ça peut être assez long. Le problème, c'est que vu que j'ai laissé ici dans mon programme la partie serialize avec la réflexion, c'est pas optimal pour l'AOT. Donc si je lance directement le projet comme ceci en publish WinX64, on peut le voir ici, j'ai mon exe qui fait 2 mégas et demi, et si je décide de le lancer, j'ai une erreur, Reflection Based Serialization has been disabled for this application. Je ne peux donc pas utiliser la serialisation en AOT, c'est logique. Donc ce que je dois faire, c'est le mettre en commentaire, et à partir de là, je vais pouvoir refaire une publication, donc qui va écraser mon ancien exécutable. À partir de là, j'ai un nouvel exécutable, donc je vais pouvoir le relancer. Et cette fois-ci, tu peux le voir, c'est quasiment instantané, j'ai les éléments à l'écran. Alors, pour l'instantanéité, quand tu sois en mode classique ou en mode AOT, pour un truc aussi petit que ça, ce sera exactement pareil. Sauf que comme tu l'as vu, il y a plusieurs éléments intéressants avec cette sérialisation. Tout d'abord, on a un peu plus de performance, même si .NET 8 réduit le gap largement, c'est toujours un peu plus performant. On évite d'utiliser la réflexion, et du coup, éviter d'utiliser la réflexion égale un peu plus de performance, mais aussi être compatible en AOT. Petite note, petit warning, l'AOT est un mode qui est très restrictif, donc faites-le uniquement si vous savez exactement ce que vous faites par rapport à votre projet et vos besoins en AOT pour un projet bien spécifique, sinon généralement il n'est pas nécessaire de compiler en AOT, on peut rester en mode classique. J'espère que cette vidéo t'a plu et que dorénavant tu sauras comment mieux sérialiser tes objets en JSON. Si c'est le cas, n'hésite pas encore à laisser un pouce vers le haut sous la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour les notifs, tu restes libre. Pour plus de contenu, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.